Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne ? Ce podcast est fait pour vous. Si vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre un commentaire ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est extrêmement important pour le faire connaître. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que je vous propose puisqu'il a été réalisé par les jeunes de l'Académie Notre Europe. Yasmine, Marco, Juliette, Jeanne ont planché sur la transition écologique et plus précisément sur le rail, le train. Ils se sont posés beaucoup de questions, notamment est-ce qu'il est possible de circuler partout dans l'Union européenne en train ? Quelles sont les contraintes ? Qu'est-ce qui est mis en place aussi pour développer le train, puisqu'on sait que c'est un transport beaucoup plus écologique que l'avion ou la voiture. Tous ces sujets, ils y répondent dans cet épisode. Je vais leur laisser la main et je vous souhaite une très bonne écoute. Ah Juliette, te voilà. Il part d'où notre train ? Du quai 12. Notre train a du retard. Ah, voilà Yasmine et Jeanne. Hello Marco, hello Juliette, hello Jeanne. Oh là là, il y a tellement de gens autour de nous qui attendent, c'est impressionnant. Oui, en effet, en 2019, c'était 5,2 milliards de passagers qui ont pris le train en Europe. Nous ne sommes pas vraiment seuls. Bonjour tout le monde. Le chemin de fer est d'ailleurs depuis longtemps un transport pour les masses. Et il a beaucoup contribué à la manière dont s'est organisé le continent européen. Mais en fait, tiens, ça me fait penser. Quand est apparu le premier train ? En 1804, la première locomotive a été inventée en Europe par un ingénieur anglais, Richard Trevithick. Elle reposait sur un système de vapeur et de pistons pour une vitesse d'environ 8 km/h. Une véritable prouesse technologique pour l'époque. De la vapeur et des pistons, une vitesse proche d'une marche rapide. Ça paraît si longtemps. Quelles ont été les grandes évolutions pour atteindre les modèles que l'on connaît aujourd'hui ? Tout d'abord, tu l'as remarqué, il y a eu la technologie. La plupart des trains utilisent désormais une traction électrique. Et la vitesse. Le train le plus rapide d'Europe, l'allemand Ice 3, cumule jusqu'à 330 km/h. Le réseau s'est également considérablement étendu et les voyageurs se font plus nombreux. Mais les usagers comme moi lui reprochent souvent son coût. J'ai interrogé Victor Thévenet, responsable du ferroviaire pour transport et environnement, à ce sujet. Il explique que dans le cadre d'une étude menée en 2021, 75% des usagers estiment qu'une offre de train abordable était un facteur essentiel pour se déplacer en train plutôt qu'en avion. Mais alors, pourquoi sur certaines lignes, le train est plus cher aujourd'hui que l'avion ? Eh bien, Victor Thévenet y répondait justement. Déjà, il faut se dire que l'avion a énormément d'avantages fiscaux, notamment, ce qui fait que c'est moins cher de prendre l'avion. Le train, à côté, paye des taxes sur l'énergie, paye une TVA et paye surtout des péages. On appelle ça les coûts d'accès au réseau. Ils peuvent être très élevés en fonction des pays, en fonction des trajets. Et tout ça, ça augmente le prix. Pour rendre le train plus abordable, il faudrait donc à la fois que les avantages fiscaux dont bénéficie l'avion disparaissent et que les taxes imposées au train s'allègent. Là-dessus, de bonnes idées sont mises en place au niveau national. On a vu notamment en Belgique que le gouvernement vient de décider de rembourser justement ses frais de péage et les frais d'énergie de tous les trains de nuit traversant la Belgique. On peut également citer l'Allemagne qui a instauré un ticket au début à 9 €, maintenant à 49 € par mois, donnant un accès illimité aux bus, métros et trains régionaux de tout le pays. Mais pour transport et environnement, l'UE pourrait permettre d'aller plus loin. Donc ce qu'on demande à l'Union européenne, c'est de reproduire ce qu'a fait par exemple la Belgique, mais au niveau de tout le continent. Tiens, notre train arrive en gare. On monte ? Je me demandais aussi, est-ce qu'on peut faire toute l'Union européenne en train ? La grande majorité des pays européens sont interconnectés et desservis par les trains. En considérant les États membres de l'Union européenne, sur la totalité des 27, 24 pays peuvent être rejoints à bord d'un train par un autre pays de l'Union. Ce qui reste inaccessible sont les 3 îles, Irlande, Malte et Chypre, qui ne peuvent pas être rejoints que par voie maritime, et la Finlande, qui dispose d'une connexion ferroviaire directe uniquement avec la Russie, d'ailleurs interrompue à cause de la guerre en Ukraine. Mais pourquoi alors le train est-il si peu pris en considération comme mode de transport à l'intérieur de l'Union européenne ? Parce que malgré la vaste présence de voies ferrées sur le sol européen, de nombreux problèmes de connexion persistent. On peut identifier 3 gros problèmes. En dehors de la question du prix,
il y a une question technique qui concerne l'écartement des rails, c'est-à-dire la distance qui sépare les flancs internes de deux fils de rails d'une voie ferrée. Cette distance n'est pas uniforme dans tout l'ensemble de l'Union, pour des raisons historiques. On compte 3 types d'écartement des rails différents sur les continents. Deuxièmement, toute infrastructure partagée entre les États nécessite un effort économique majeur et une capacité de planification et d'exécution considérable. Et puis c'est une question politique, non? Exactement. Les politiciens sont plus enclins à s'engager pour favoriser la connexion entre les zones les plus peuplées à l'intérieur de leurs États plutôt que de relier l'État même avec l'extérieur. Et puis, ils veulent aussi garder la main sur la gestion de leurs trains. Le train est-il donc vraiment un moyen de transport qui permet de se déplacer partout en Europe? Victor Thévenet répondait également à ce sujet. Dans les 20 dernières années, il y a 6000 km de voies ferrées qui ont fermé en Europe. Et si je ne me trompe pas, plus de 40% des trains de nuit ont disparu. Et l'UE n'est pas insensible à ce sujet. Il y a un système européen qui s'appelle le RMTMS que l'Union européenne finance et il faut que l'Union européenne accélère ses efforts pour déployer ce système qui permet que les trains circulent plus facilement d'un pays à l'autre et aussi qui permet d'augmenter la capacité des trains. Un système qui pourrait donc permettre d'augmenter de 20% le nombre de trains sur une ligne, avec des trains notamment plus proches entre eux. Moi, je me suis intéressée à une autre initiative, Europe Rail, un programme de recherche et d'innovation sur la question du train qui coordonne les investissements de l'Union européenne dans ce domaine. Ça fait suite à l'initiative Shift to Rail, comprenez, passer au rail. Le but est de renforcer la solidité et l'usage qu'ont fait des voies ferrées partout en Europe, d'accroître leur capacité et de réduire drastiquement les coûts. Bref, de rendre le train efficace et attractif et de ne plus avoir des trains qui circulent à moitié vides. Avec ça, on pourrait presque rêver d'un futur proche où le train serait préféré à la voiture. Écoutez Giorgio Travaini, c'est le directeur exécutif de EU Rail. Il faut aussi être réaliste, il faut que ce soit économiquement aussi viable, il faut faire en sorte que le ferroviaire soit capable un petit peu de se réinventer et qu'il soit capable de répondre surtout aux demandes des passagers et aux demandes de fret. Et c'est quelque chose que nous on pousse beaucoup, c'est-à-dire cette idée de user first, donc utilisateur en premier. Il faut vraiment penser le ferroviaire en tant que service. Victor Thévenet témoigne également à ce sujet. Clairement, le train est un vecteur essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si on prend l'exemple en France, prendre le train pour faire Paris-Nice, c'est 100 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre que prendre l'avion. L'enjeu, c'est le report modal. C'est faire en sorte que les gens prennent moins l'avion et moins la voiture et plus le train. Au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas un objectif de report modal, ce qui est vraiment dommage parce qu'il y a un objectif d'augmenter le train, mais pas une logique de se dire à ce train, on va l'améliorer, cette connexion, pour faire en sorte que les gens prennent moins la voiture et moins l'avion. L'Union européenne a donc pour objectif d'augmenter le nombre de trains via différentes initiatives, comme augmenter le nombre de trains à grande vitesse et augmenter le nombre de trains pour le fret ferroviaire. Oui, mais elle ne se concentre pas nécessairement sur l'amélioration des connexions pour que le train soit plus emprunté par les usagers. Il manque quand même une volonté politique au niveau de l'Union européenne de faire une vraie politique pour créer un changement dans le secteur ferroviaire, c'est-à-dire faire en sorte que le secteur ferroviaire fonctionne mieux. Et puis, il faut aussi tenir compte de ce qui existe déjà. L'Europe ne peut pas vraiment tout d'un coup tout changer à son matériel roulant. Chaque wagon a une existence longue d'une 50aine, voire d'une 60aine d'années, et encore plus pour les rails, qui ont une durée de vie d'une 100aine d'années. On ne peut pas gaspiller tout ce qui a été mis en place dans les dernières décennies. Alors le grand challenge, c'est de savoir à quoi toucher, en gardant ce qui est déjà bien développé et en l'adaptant aux besoins à venir. Et puis des fois, les anciennes méthodes ont du bon. On voit partout le grand retour du train de nuit, avec des financements pour cela. On a travaillé de regarder comment on amène un système de changement des intérieurs du train de façon modulable. Là aussi, beaucoup plus facile à remplacer sur des trains qui, même les trains de nuit, c'est les mêmes trains qui ont été déjà construits. C'est pas qu'on a construit des trains spécifiques pour les trains de nuit. Et ensuite, l'autre partie intéressante où effectivement on contribue à être sûr que les trains de nuit puissent s'insérer, ces services puissent s'insérer dans le réseau ferroviaire, c'est que les trains de nuit s'insèrent dans des réseaux existants.
Et vous devez savoir que pendant la nuit, la plupart des fois, ces réseaux sont utilisés pour faire des travaux de maintenance. Et donc, si on fait des travaux de maintenance, il n'y a pas l'espace pour rouler avec des trains de nuit. Donc, nous, ce qu'on fait, on essaye aussi d'optimiser et de réduire le temps dont on a besoin pour maintenir les réseaux ferroviaires. Donc, il y a de l'innovation là-dessus avec de predictive maintenance et tout cela, maintenance prédictive. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous allons regarder un match central. On voit qu'il y a des initiatives, des pistes. Mais est-ce que tout est fait aujourd'hui pour que les trains soient les transports du futur? Pas vraiment. Pour l'Organisation européenne Transport et Environnement, il serait nécessaire de mettre en place des objectifs clairs et des mesures plus contraignantes afin d'atteindre cet objectif de report modal. En tout cas, il y a une carte à jouer parce qu'on le sait, les investissements dépassent la durée des mandats nationaux. Donc c'est là que l'Union européenne doit prendre la main pour gérer des investissements sur le long terme. Et ça commence dès maintenant. En 2023, la Commission européenne a prévu 10 projets pilotes pour mettre en place de nouveaux services ferroviaires transfrontaliers et améliorer les services existants. L'année prochaine, nous nous retrouverons sûrement à Amsterdam, Barcelone, Munich, Milan ou Rome. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous aurez pu apprendre autant de choses que moi j'ai pu apprendre en les écoutant. Merci beaucoup à Yasmine, à Juliette, Marco et Jeanne d'avoir persévéré pendant de longues semaines pour proposer cet épisode. Merci aussi à Benjamin Couteau de m'avoir aidé sur l'encadrement. Trade Union, c'est un épisode par semaine. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite!